étrangers de plus en plus victimes de violences verbales et même physiques, conclut donc la coalition Diomaye Président dans un communiqué qui nous est parvenu midi 12 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. Y'en a marre contre le projet de loi d'amnistie adopté mercredi dernier en Conseil des ministres. Le dit mouvement met en garde les députés et appelle les Sénégalais à se mobiliser pour son échec. Face à la presse ce matin, les Yanamaristes interpellent les candidats retenus pour la présidentielle et annoncent une saisine de l'Union africaine. Alioune Sané, le coordonnateur de Y'en a marre, s'est confié à Salimata Aw en marge de leur point de presse. C'était ce matin. Au moment où le peuple sénégalais lutte vaillamment contre un coup d'État constitutionnel, voilà que le même Macky Sall, au prétexte, a décidé lors d'un énième simulacre de dialogue national de soumettre à l'Assemblée nationale un projet de loi d'amnistie générale. Fidèle à ses idéaux fondatrices, le mouvement Y'en a marre dénonce cette façon de faire de la politique consistant à bâillonner, à jeter en prison d'honnêtes citoyens dans des conditions inhumaines et à refuser d'ouvrir des enquêtes pour clarifier les décès de dizaines de citoyens et finir par jouer aux sapeurs-pompiers. C'est pourquoi Y'en a marre se dresse contre ce projet funeste et appelle les Sénégalais à se mobiliser pour son échec, comme ils se mobilisent héroïquement actuellement contre le coup d'État constitutionnel. Le mouvement met en garde les députés qui se rendraient complices d'une telle forfaiture consistant à étouffer la poursuite des crimes graves et comportements grave contre le vote d'une quelconque loi d'amnistie. Si les autorités persistent à faire voter cette loi, nous nous engageons à travailler avec les organes des traités des Nations Unies et l'Union africaine pour ramener pour amener le Sénégal à abroger cette loi dans les meilleurs délais. Et enfin, le mouvement Y'en a marre invite tous les candidats à l'élection présidentielle 2024 à prendre un engagement public à combattre ce projet de loi et à l'abroger au besoin, car elle est unique et ses bénéficiaires encore inconnus sont autres que les Sénégalais. Ça va autrement que dans l'intérêt général du peuple sénégalais. Et puis, nous parlons de ce collectif des universitaires pour la démocratie qui exige la tenue de l'élection présidentielle avant le 2 avril, qui marque donc la fin du mandat du président Macky Sall. Le CUD rejette par ailleurs les conclusions du dialogue national et exige le respect de la décision du Conseil constitutionnel. Ces universitaires s'opposent également au projet de loi d'amnistie. Ils étaient face à la presse ce matin. Ibrahim Assila, le porte-parole avec Nafissa Toussila. Le collectif des universitaires pour la démocratie constate le dilatoire sciemment entretenu depuis la publication de la décision du Conseil constitutionnel le 15 février 2024, demandant au président de la République avec les autorités compétentes de fixer dans les meilleurs délais la date de l'élection présidentielle. En convoquant un dialogue national théâtralisé où 17 des 19 candidats étaient absents, en demandant la réintégration des candidats déjà éliminés et en retenant la date du 2 juin 2024, les conclusions du dialogue national contreviennent allègrement à la décision du Conseil constitutionnel. Faut-il rappeler qu'au regard de l'article 92 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Elles s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Cette situation d'incertitude qui porte atteinte de manière grave et substantielle à la démocratie sénégalaise, à la paix et à la stabilité des institutions, fait courir à notre pays de nombreux périls. Le CUD exhorte le Conseil constitutionnel, déjà saisi, à fixer une date de l'élection présidentielle avant la fin du mandat du président de la République en fonction. Le CUD condamne vigoureusement le projet de loi d'amnistie visant à effacer les crimes abominables commis sur le peuple sénégalais. Par respect aux victimes qui assassinaient, qui mutilaient, qui torturaient, qui arbitrairement et injustement arrêtés et emprisonnés dans des conditions inhumaines et dégradantes, cette loi doit être rejetée. Elle viole notre mémoire collective. Le pardon doit reposer sur la justice et la vérité, qui nécessite que toute la lumière soit faite sur les événements macabres de la période 2021-2024. L'amnistie est une mascarade. La position donc du collectif des universitaires pour la démocratie qui, je le rappelle, était face à la presse ce matin. 48 heures après le chavirement d'une pirogue de migrants à Saint-Louis, les familles des victimes procèdent présentement à la récupération des corps de leurs proches. Le bilan est toujours de 27 morts et 21 rescapés, dont 3 blessés graves.
Leur embarcation était partie de Joal la semaine dernière pour rallier l'Espagne, mais leur voyage s'est arrêté au large des côtes marocaines. Une pirogue avec à son bord 87 candidats à l'émigration irrégulière interceptés par la Marine nationale à Sinthiou Malem, c'est dans le département de Tambacounda. Les faits ont eu lieu la semaine dernière, mais le recruteur a été arrêté puis placé sous mandat de dépôt hier jeudi. Papoussé Diallo. Il résulte des éléments de l'enquête que le nommé Keba Sané, âgé de 62 ans, établi dans la commune de Sinthiou Malem, département de Tambacounda, était chargé de recruter des migrants au profil d'une bande de trafiquants établis à Mbou. Au nombre de 87, dont 37 jeunes issus du département de Tambacounda approchés par le vieux, ils ont tous déboursé la somme de 850 000 francs CFA. C'est ainsi que le vieux les a convoyés jusqu'à Mbour. Il a reçu sa commission de 50 000 francs. Après 2 jours passés dans la petite côte, les candidats finissent par embarquer dans une pirogue en direction des îles Canaries. C'est après 4 jours passés en plein océan que l'embarcation a été interceptée par la Marine nationale. L'un des migrants du nom de Mamadou Seydou Bari finit par rendre l'âme. Interpellé par les éléments de la brigade de la gendarmerie mixte de Tambacounda, le recruteur a déclaré aux enquêteurs qu'il agissait en liaison avec d'autres personnes établies en Mbour. Le transport effectué à son domicile a permis la découverte de munitions. Poursuivi pour les délits d'association de malfaiteurs, de trafic de migrants, d'homicide involontaire et de détention de munitions, Keba Sané a été déféré au parquet du tribunal de grande instance de Tambacounda avant d'être placé sous mandat de dépôt à la prison de Tambacounda, d'où vous a parlé Papoussinou Diallo, RFM. Émigration clandestine, toujours le phénomène qui persiste malgré les interventions et les efforts de l'État et de ses partenaires. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'adjoint au directeur de l'agence régionale de développement de Diourbel propose une évaluation des interventions pour mieux faire face au fléau. Serigne Seck au micro de Babacar Diouf, il présidait un atelier de mise en place d'un cadre de concertation sur la migration. Le phénomène persiste. Tous les jours, nous assistons à une vague de départ à travers les différents trajets migratoires. Déjà, nous sommes témoins d'un drame qui s'est produit hier, donc sur les côtes saint-louisiennes. Donc, c'est un drame qui a occasionné donc une vingtaine de morts. Donc, cela appelle donc de notre part une reconsidération sur la qualité des interventions dédiées à ces migrants. Soit l'approche n'est pas très bien appropriée par les bénéficiaires. Et là, il faudra donc beaucoup de concertation pour comprendre et calibrer davantage les interventions avec les besoins spécifiques des migrants. Donc, beaucoup d'acteurs interviennent au niveau de l'État et à travers aussi les projets, programmes. Mais je pense qu'il faudra donc un cadre de dialogue et de concertation pour non seulement rendre efficaces les interventions, mais aussi répartir un peu les tâches au sein de ce cadre pour que l'accompagnement soit plus rapproché et plus efficace pour les bénéficiaires. Depuis les populations de Saralamon dans la commune de Dagana qui peuvent maintenant pousser un ouf de soulagement, le Puma a mis à leur disposition une ambulance médicalisée d'un coût de 40 millions de francs CFA. C'est grâce à la RFM que le cri du cœur de ces populations a été entendu, selon le ministre Serigne Mbacké Ndiaye, qui a été le principal facilitateur. Serigne Mbacké Ndiaye que nous écoutons au micro d'Abdou Diouf Diagne. Oui, moi je voudrais d'abord remercier la RFM parce que c'est grâce à la RFM El Hadj Assane Gueye que les populations de Sarélamou, par la voix de Souleymane Dieng, m'ont saisi pour solliciter une ambulance. Aussitôt, j'ai pris contact avec le coordinateur du Puma, Moussa Sow, que je remercie. Véritablement, Moussa a fait tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, une ambulance médicalisée d'une valeur de 40 millions flambant neuf est mise à la disposition des populations de Sarélamou. Sarélamou, oui, mais tout l'arrondissement également de Mbane et dans le département de Dagana. Donc nous demanderons aux populations autour du sous-préfet, des chefs de village, devrais-je dire, des jeunes surtout, de s'organiser, de mettre un comité de pilotage, un comité de gestion qui permettra de gérer correctement cette ambulance-là pour qu'elle puisse servir les populations qui court depuis 1960 derrière une ambulance. Et aujourd'hui, grâce au président Macky Sall, grâce à son ministre Thérèse Diouf Faye, grâce à Moussa Sow, les populations ont aujourd'hui une ambulance qui pourra régler définitivement les problèmes de santé que rencontrent ces braves populations. Merci à tout le monde, merci aux médias, particulièrement à la RFM, merci au coordinateur Moussa Sow. Notez que la cérémonie de réception de cette ambulance a eu lieu hier midi, bientôt 22 minutes. RFM. L'actualité internationale.
Bonjour Anna Rocha. Bonjour Barthélémy Ngom, bonjour à tous. Au Tchad d'abord, où la situation politique reste tendue. Tout le monde se demande que se passe-t-il à N'Djamena après la mort de l'opposant Yaya Dillo, par ailleurs cousin du président. Dans une interview exclusive accordée hier à la chaîne VOA Afrique, le chef du gouvernement tchadien s'est exprimé sur l'assaut des forces de sécurité sur le siège du Parti socialiste sans frontières qui a coûté la vie mercredi au leader du parti. Succès Masra a déploré les pertes en vies humaines, mais dit se situer du côté des institutions républicaines. On l'écoute. Quand la vie d'une personne est emportée, civile ou militaire, Yaya Dillo et tous les autres, que leur vie soit emportée n'est pas quelque chose que je pourrais cautionner. Et dans ces moments aussi, la retenue, les justes mots, la capacité à avoir une vue globale, c'est aussi fondamental dans mon rôle de chef de gouvernement. Et je dois rester du côté de la République. La République, c'est la chose de tous. Et donc, mes messages, c'est un message de soutien à tout ce qui est républicain. Tout ce qui est hors du champ de la République ne peut pas avoir ma caution. Parce que je suis Premier ministre de la République du Tchad et que je dois défendre la République en toutes circonstances. Et donc, dans ces moments-là, j'en appelle aussi à une introspection des uns et des autres dans ce qui est acceptable et dans ce qui n'est pas acceptable, dans ce qui est tolérable dans la République et dans ce qui ne l'est pas, afin de permettre à ce que ce Tchad, qui a trop souffert, qui est passé par des séries de violences, dont nous-mêmes, à titre individuel, avons été victimes. Mais c'est dans ces moments de tristesse qu'on doit être capable, dans une sorte un peu de nuage de désespoir, d'identifier des pierres d'espoir sur lesquelles nous devons bâtir le Tchad de demain. Il s'agit de bâtir un Tchad pour tous, avec tous. C'est ça l'enjeu. C'est ça notre engagement. Le Premier ministre tchadien est en visite à Washington pour mobiliser, dit-il, des ressources en faveur de son pays. En République démocratique du Congo, Anna, le mouvement citoyen Lucha réclame la libération sans condition de militants arrêtés dans la province du Maniema. Il s'agit de 3 de leurs militants interpellés le 27 février dernier suite à une manifestation pacifique organisée le même jour. Le porte-parole du gouverneur de la province du Maniema, joint par RFI, déclare que la manifestation n'était pas autorisée. Un des membres du mouvement Lucha a d'ailleurs annoncé une plainte contre le maire de la ville de Kindu pour troubles à l'ordre public. En Russie, les funérailles de Navalny ont eu lieu ce vendredi. Elles se déroulent à l'instant et des centaines de Russes se sont rassemblés à Moscou pour rendre hommage à l'opposant malgré le risque d'arrestation. Les funérailles d'Alexis Navalny se tiennent effectivement sous une étroite surveillance policière. Tout enregistrement visuel et sonore est interdit à l'intérieur de l'église et dans le quartier, celui du cimetière. Des caméras ont été installées ces 2 derniers jours selon RFI. Principal opposant de Poutine, Navalny est mort le 16 février dernier à l'âge de 47 ans dans un centre pénitentiaire russe de l'Arctique dans des circonstances qui restent encore obscures. Merci beaucoup Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Reprise des cours en présentiel à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Comment faire pour une année universitaire sans perturbation? Débat avec nos 2 intervenants dans la rubrique Point de vue. Il s'agit du professeur Yankoba Seydi, membre du conseil académique de l'UCAD et ancien secrétaire général de la section 16 de l'UCAD, et Ibrahim Ndoye, coordonnateur des écoles et instituts de l'UCAD, membre du collectif des amicales d'étudiants. RFM Sport. Bienvenue Boubacar Dieng. Merci Barthélémy, bonjour et bonjour à tous. En Ligue 1 sénégalaise de football, ça joue la 15e journée ce samedi. Le leader Teungueth FC, avec 25 points en 14 journées, reçoit au stade Ngalandou Diouf l'US Ouakam qui pointe à la 9e place de ce championnat. Le TFC aborde ce match avec beaucoup de tranquillité, de sérénité et d'humilité selon son coach. Cheikh Gueye déclare entre autres que ses joueurs vont bosser dur pour garder la première place jusqu'à la fin de la saison et remporter le titre. Nous l'écoutons.
Même si l'adversaire a perdu l'autre jour 1-4 contre l'AS Pikine, nous savons que l'US Ouakam a une très bonne équipe. C'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes à l'aller. S'il y a un match où le Teungueth FC a souffert cette année, c'était contre l'US Ouakam, pour vous dire que nous avons devant un adversaire de taille. Donc nous allons respecter cet adversaire et nous allons aussi nous baser sur nos principes défensifs et offensifs qui nous ont permis aujourd'hui d'être en haut de ce classement. Ça reste 12 matchs pour terminer le championnat. Nous allons aborder les 12 matchs avec beaucoup de confiance, beaucoup de sérénité et beaucoup de travail, et surtout de l'humilité dans le travail. Il y a des principes qui nous ont permis d'être là, à savoir être bon sur le plan défensif et être bon sur le plan offensif. On va essayer de continuer dans ce travail d'équilibre offensif et défensif pour rester là où nous sommes. Nous savons que ça ne sera pas facile parce que les équipes se tiennent de près à 1 point et à 2 points. Donc pour terminer en haut du tableau à la fin du championnat, je pense qu'il faut rester dans ces mêmes principes. Travailler et bien travailler, croire en nous, croire en nos principes qui nous ont permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. Et pour les autres rencontres de cette 15e journée prévue ce samedi, retenez que le Giraffe de Dakar, deuxième au classement, à une longueur du leader Teungueth FC, accueille le Dakar Sacré-Cœur. La Sonacos de Diourbel reçoit le Djambar de Saly, 12e au classement, avec seulement 13 points en 14 journées de championnat. Toutes ces rencontres sont prévues demain samedi à 16h passé de 30 minutes. Et changeons de discipline pour parler de basketball féminin. La 5e journée du National 1 féminin de basket qui démarre aujourd'hui. Une seule rencontre au programme qui va opposer le Giraffe à l'Isaac Sport. La ville de Dakar, championne en titre et première de la poule A, et la Jeanne d'Arc vont rencontrer respectivement Diamaguène et CMT de Ziguinchor le samedi 2 et mercredi 6 mars 2024. Et basketball toujours chez les dames, le tableau des demi-finales de la Coupe de la Ligue est maintenant au complet. Le Duc qui lamine l'UCAD SC 71 à 22 rejoint dans le dernier carré la ville de Dakar, la Jeanne d'Arc et le Guédiawaye Basket Academy Barthélémy Ngom. Lutte avec frappe Bouba Dieng, Reug qui exclut Eumeu Sène de ses potentiels adversaires, mais se dit quand même prêt pour affronter Modou Lo, Ama Baldé, Boy Niang ou encore Lac 2. Effectivement, après sa belle victoire sur le B52 de Mbour Serigne Dia, 10 bombardiers, le lutteur de l'écurie Thiaroye a paraphé un contrat avec Gaston Production sur la période 2024-2025. Il attend de connaître son adversaire, mais n'exclut pas un combat royal avec Modou Lo, le roc des Parcelles Assainies. Et selon le journaliste sportif Abdoulaye Dembélé, la meilleure formule, c'est Lac 2 Reug. Voici ses explications. Il faut dire que Reug, il fait partie des grands VIP de la lutte. Il fait partie également des grands espoirs de ce sport. Il a toutes les qualités pour nous faire valoir beaucoup plus de satisfaction dans le futur. Mais un champion de son calibre, un champion de sa dimension, qui est très technique et très puissant physiquement, il devient un adversaire redoutable pour tous les VIP actuellement. Voilà la raison pour laquelle il traîne à trouver un combat après sa victoire très belle contre Bombardier le 25 décembre 2023. Alors, il était démarché pour un combat contre Lac de Guerre numéro 2. Lac de Guerre est actuellement en France. Personne ne sait s'il sera de retour ou pas. Reug n'a pas voulu attendre. Il avait un accord du camp de Boy Niang pour s'affronter. Il y avait 2 promoteurs sur ce combat, notamment Gaston Production et Baye Ndiaye de Alboura Event. Il y a eu entre-temps une petite guerre entre ces 2 promoteurs. C'est la raison pour laquelle Gaston Production a trouvé une bonne trouvaille de faire Reug afin qu'il ne soit pas pris par Baye Ndiaye ou bien de Alboura Event. Dans ce cas-là, il attend 3 adversaires potentiels. Il a dit effectivement qu'il est prêt contre Lac 2, contre Modou Lo, contre Ama Baldé et contre Boy Niang. Moi, je pense que Modou Lo n'est pas dans les dispositions d'affronter Reug. Ama Baldé, il a un combat contre Gris Bordeaux le 30 juin. Il est démarché également contre Siteu. Siteu ne va pas lutter contre Reug. Maintenant, la meilleure formule c'est quoi? Je pense que l'adversaire l'idéal actuellement pour Reug, c'est Lac de Guerre numéro 2. Il a réclamé un prix fort. Si le promoteur qui veut l'engager a des sponsors, je pense qu'il doit pouvoir monter ce combat-là. À défaut, Reug risque d'avoir des problèmes d'adversaire. C'était donc à l'instant notre confrère Abdoulaye Dembélé qui parlait
de la meilleure formule concernant le combat de Reug qui a paraphé un contrat qui ne connaît pas encore son adversaire. Barthélémy, la fin de cette page d'espoir. Merci beaucoup Boubacar Dieng. RFM, la presse du jour. Lecture et commentaire, Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. À la une, les conséquences du départ ferme du président Macky Sall le 2 avril prochain. Première conséquence, et non des moindres, c'est l'arrivée à la tête de l'État du Sénégal du président de l'Assemblée nationale pour suppléer la vacance du pouvoir. Le ministre de l'Intérieur est monté au créneau hier pour évoquer, selon le journal Le Témoin, les scénarios de l'après 2 avril. Dans Vox Populi, maître Sidiki Kaba se fait plus précis. Il dit, je le cite expressément, où le Conseil constitutionnel évoque l'article 36 alinéa 2 en disant que monsieur le président, vous ne pouvez pas partir, vous restez pendant 2 mois pour que vous puissiez remettre la clé, les pouvoirs au président démocratiquement élu, ou alors il peut dire il y a vacance du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale alors qui devient automatiquement le président de la République. Et le ministre de l'Intérieur d'en tirer la conséquence de ce qu'il n'y a plus alors de droits acquis. Plus de 19 candidats retenus donc. Tout le processus va reprendre. Maître Sidiki Kaba cache ce matin bûcheron le journal L'As. Pour Bosby le jour, c'est le parfum de reprise du processus électoral. Dans le journal Enquête, Mayabal Diagne annonce en tout cas que Macky Sall a pris sa décision et il va la notifier au Conseil constitutionnel aujourd'hui même pour que ce dernier puisse prendre ses responsabilités. Selon Walfadri, Macky lâche le Sénégal. Mais dans le journal Enquête Amadouba, le mandataire de ex-Pastef soutient que c'est une auto-invitation à rester. Pendant ce temps, le front FIPou se mobilise pour ce que le journal L'Info appelle FIPou contre Macky Sall, jonction du FC 25, Arsougne élection et le Front pour la défense de la démocratie, une série d'initiatives annoncées dont les manifestations du 2 et du 6 mars 2024. Les anti-reports mettent en place un front de résistance, pointe le journal Les Échos. Les forces vives se coalisent, note Vox Populi. Enquête nous en conclut que le front de résistance s'épaissit. Arrêt aussi sur la loi d'amnistie en gestation. Le collectif des universitaires pour la démocratie CUD alerte dans une tribune reprise par Sud Quotidien avec l'intitulé suivant: la loi d'amnistie ou le second assassinat des martyrs de 2021 à 2024. Dans tribune, Bougane Gueye Dany parade en une. C'est pour tirer sur Macky Sall et compagnie. Pas question de cultiver l'impunité au Sénégal, l'impunité pour les politiciens. Dans le même ordre, cette enquête de Al Jazeera et de la fondation Paul Causa qui incrimine le Garci dans les répressions violentes. Une unité d'élite de la gendarmerie sénégalaise formée et financée par l'Union européenne qui était censée lutter contre la criminalité transfrontalière. Au lieu de cela, note la publication, elle a été utilisée pour réprimer un mouvement populaire. Les ministères espagnols des Affaires étrangères et de l'Intérieur ont nié toute implication de cette unité dans les manifestations. Le journal Le Quotidien lui donne les nouvelles de l'affaire Ngagne Demba Touré. Son dossier, le parquet qui n'a pas aimé l'attitude des greffiers devant le bureau du juge d'instruction lorsque celui-ci procédait à l'audition de Ngagne Demba. Eh bien, le parquet va sévir. Il lance des poursuites. Les personnes visées ont été identifiées selon le confrère. Nous reparlons du drame au large de Saint-Louis, le chavirement d'une pirogue qui a fait beaucoup de morts. Des candidats à l'immigration irrégulière. Vox Populi informe que le bilan passe à 26 morts. La gendarmerie nationale a frappé au cœur des réseaux mafieux avec l'arrestation de 5 individus dont une dame. Ils sont tous soupçonnés d'avoir organisé le voyage. Ils sont placés en garde à vue par la gendarmerie. Le Premier ministre Amadouba a Saint-Louis pour s'enquérir de la situation. Condoléances aux familles. Selon Le Soleil, les recherches ont permis de retrouver 27 corps sans vie, 47 rescapés, dont plusieurs ressortissants de la sous-région. Et puis sport pour boucler. À la une du journal Stade quotidien, Koulibaly en roue libre en Arabie Saoudite. En 6e sacre en carrière, lui tend les bras. Selon le journal, le titre semble promis à Al-Hilal du rock sénégalais. Ils sont intraitables depuis le début de la saison. Une impressionnante série de 14 victoires de rang. Dans le journal Stade quotidien, toujours Saudi Pro League, buteur sur penalty, Sadio Mané signe sa 9e réalisation. Dans le journal Source A, Reug et ses épercutes prêts à être le premier Lébou roi des arènes. Son duel à mort avec Boignan, ce qu'il compte faire à Modlo, Balla Gaye 2, le cas Aziz Ndiaye, tout cela à lire en page intérieure du journal Source A qui s'est entretenu avec le lutteur. Bonne nuit à tous. Parole aux auditeurs.
l'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Reprise des cours en présentiel à l'UCAD. Comment faire pour une année universitaire sans perturbation? C'est l'objet du débat dans la rubrique Point de vue. Nous sommes en ligne avec le professeur Yankoba Seydi. Professeur, bonjour. Professeur? Oui, je vous entends bien, bonjour. Oui, bonjour professeur. Vous êtes membre du conseil académique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et ancien secrétaire général de la section SAES de l'UCAD. Notre deuxième intervenant, Ibrahim Ndoye. Monsieur Ndoye, bonjour. Bonjour. Coordonnateur des écoles et instituts de l'UCAD et membre du collectif des amicales d'étudiants. Alors, la première question à vous, professeur Yankoba Seydi. Les cours en présentiel vont reprendre à l'université. Hier, vous avez reçu la visite du ministre de l'Enseignement supérieur qui était sans doute venu faire en tout cas l'état des lieux. Justement, dites-nous l'inventaire, l'état des lieux. Est-ce que tout est prêt pour accueillir les étudiants? Merci beaucoup de l'invitation. Je voudrais rapidement d'abord m'indigner de la situation qui avait prévalu les derniers 9 mois. À la limite, toute une année académique pour une fermeture qui ne se justifie absolument pas. On n'a pas besoin de revenir sur les péripéties de ce qui s'est passé. On n'a pas besoin de tout cela. Maintenant que l'ouverture, ou bien la reprise que le recteur de l'UCAD a refusé d'entendre, est le cas, est donc effective, je ne vois même pas pourquoi d'ailleurs le ministre ou le recteur se promène, puisque de toute façon, l'université était ouvrable immédiatement sur on va dire tous les mois durant lesquels elle a été fermée. Donc il n'y a aucun problème. Malgré les dégâts enregistrés, c'était ouvrable? Absolument, oui. Les dégâts enregistrés, il faut le dire et regretter, on les a notés. Par exemple, le chapiteau de la fac de droit qui a été incendié, ça c'est vraiment des dégâts. Les salles du CESTI au nombre de 2 qui ont vraiment été on va dire, mises à feu, ça c'était regrettable. Mais après cela, surtout les archives de la fac de lettres, pour le reste, pour dire vrai, je pense qu'on a aussi exagéré certaines choses. Dans les campus pédagogiques, la situation n'est pas aussi alarmante qu'on l'a décrite. Je sais que au niveau du coude, c'était quand même les dégâts étaient énormes. Il faut le regretter aussi. Mais vraiment sur les campus pédagogiques, malgré la situation très regrettable, une violence que rien ne justifie, que nous condamnons avec la dernière énergie, je pense qu'il y avait lieu d'ouvrir les universités. D'ailleurs, la preuve, tout de suite les salles sont tout de suite utilisables et nous sommes en train de faire les examens dans ces salles. Ça veut dire qu'on n'avait aucune raison de ne pas ouvrir on va dire. D'accord, là, vous êtes en train de faire les examens et quand est-ce que l'année universitaire va démarrer concrètement? Mais vous savez, on a plusieurs vitesses. Ça, je parle de la faculté la plus grosse en termes d'effectifs, c'est-à-dire la faculté des lettres. Mais quand vous prenez les établissements qui ont de petits effectifs, ils ont déjà démarré, on va dire, leur nouvelle année. Ça, il n'y a même pas de débat. Donc, parce que l'autre question essentielle, c'est surtout justement la question des effectifs. Et c'est ça qui fait qu'il est difficile d'avoir une année paisible surtout dans cette université. Dans cette université. Parce que vous avez, sur un réduit de 72 hectares, mais des dizaines de milliers d'étudiants, mais tout ça, quand vous étudiez le ressenti, les lignes interminables au niveau des restaurants. En clair, l'université a dépassé sa capacité d'accueil depuis. Mais ça, c'est depuis très longtemps déjà. On en parle depuis de longues années. L'université a dépassé de très loin. Vous savez, dans le pays le plus peuplé au monde, c'est-à-dire la Chine. Bon, la Chine est dépassée maintenant par l'Inde depuis avril dernier. Mais la Chine, on prend l'exemple de la Chine. Quand une université atteint le nombre de 15 000 étudiants, on arrête d'orienter, de prendre de nouveaux bacheliers dans cet espace et on ouvre une autre université dans la même province. Encore que les États n'ont pas les mêmes moyens. Ça aussi, c'est vous qui le dites, mais tout est question de volonté politique. Quand on sait que l'éducation, c'est la chose la plus importante pour un pays,
Moi, je ne mets absolument rien au-dessus de l'éducation. D'accord. L'éducation est au sommet. Il n'y a rien au-dessus de l'éducation. Les nations, aujourd'hui, nous parlons de société du savoir. Les nations les plus avancées sont les nations qui investissent le plus dans l'éducation. Dans leur éducation. D'accord, si vous pensez que l'éducation n'est pas aussi important que cela, eh bien, vous allez vous en rendre compte rapidement. Je reviens à vous tout à l'heure, professeur. Le temps de donner la parole à Ibrahima Ndoye, coordinateur des écoles et instituts de l'UCAD, des membres du collectif des amicales d'étudiants. Monsieur Ndoye, vous avez longtemps demandé une reprise des cours en présentiel. Maintenant que c'est fait, au niveau des amicales, comment d'abord la mesure a été accueillie? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans les dispositions d'accompagner les autorités pour au moins une année universitaire apaisée, sans perturbation? D'accord, merci beaucoup. Nous accueillons à bras ouverts la décision du Conseil académique qui consiste à lever les sanctions qui empêchaient de dérouler les cours en présentiel. Certes aussi, nous confirmons les dires du professeur Seydi parce qu'on pouvait reprendre les études en présentiel depuis le mois de novembre. Nous ne minimisons pas les pertes et nous sanctionnons ces actes de vandalisme, mais on savait bel et bien qu'il était possible pour le campus pédagogique de reprendre en présentiel depuis le mois de novembre. Nous, notre combat de tous les jours a été la pacification de l'espace universitaire. Raison pour laquelle, au niveau de ces assises universitaires, on avait fait de fortes propositions. Parce que la situation, c'est les mouvements politiques qui ont occasionné les saccages, les actes de vandalisme qui ont été perpétrés à l'université. Alors que l'université devrait être un cadre d'études. Donc, si nous voulons éviter que des choses pareilles se reproduisent à l'université, il va falloir dépolitiser l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Est-ce que ce sera facile? Cela ne dépend que de la volonté des autorités universitaires, parce que nous sommes là en tant qu'étudiants, nous, en tant que représentants d'étudiants, nous sommes là à accompagner ce processus-là, à sécuriser l'espace universitaire. Mais on ne peut pas sécuriser l'espace universitaire en laissant des acteurs politiques mener comme bon le semble des activités. Il est temps que ces derniers, surtout au niveau du campus social, leurs manifestations soient interdites et ceci nous permettrait de dépolitiser l'espace universitaire. Ça, c'est notre seul souci, parce que les événements du 1er juin découlent des manifestations politiques entre deux partis opposés, que ce soit la jeunesse qui s'appelle la jeunesse républicaine et la jeunesse patriotique. C'est eux qui se chamaillaient au niveau de l'université et qui a occasionné le saccage, les actes de vandalisme à l'université Anta Diop de Dakar. Donc il est temps de restreindre l'ensemble des mouvements politiques et de les empêcher de massifier ou bien d'organiser des activités au niveau des deux campus. D'accord. Alors, maintenant que l'université est ouverte avec les cours, la reprise des cours en présentiel, ce que vous voulez maintenant, c'est l'ouverture du campus social. Effectivement, je pense que là, on a assez parlé du campus pédagogique. Depuis le 26, c'est devenu opérationnel. Donc, il est temps que l'administration du cours, le conseil d'administration de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar soit convoqué, qu'on en débatte et qu'on donne une date d'ouverture de reprise des œuvres sociales, que ce soit les restaurants, les chambres et l'hospitalisation. Parce que là, les étudiants ont démarré le cours et nous tous, nous ne sommes pas tous à Dakar, nous ne sommes pas tous des familles d'accueil à Dakar. Des étudiants qui sont dans des contrées éloignées, le mardi, certains sont au niveau des alentours de l'université dans des chantiers abandonnés, ainsi de suite. Donc, ils ne parviennent pas à avoir ces conditions optimales qui leur permettraient de faire convenablement le cours. Vu que aussi, certains sont en examen. C'est très compliqué, Donc, il va falloir que le cours fasse vite, réunisse le conseil d'administration et qu'on soit fixé sur une date de reprise pour les œuvres sociales. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Ndoye. Alors, professeur, maintenant la question est de savoir, dès l'instant où les cours en présentiel sont maintenant permis, comment sécuriser l'université, surtout le coude? Je pense que pour moi, ça c'est un faux problème en réalité. Comment sécuriser le coude? L'université, c'est d'abord un espace d'exercice de liberté. C'est pourquoi moi-même la question de en réalité, les gens le disent parce justement. Professeur, on vous entend pas bien. Allô? Oui, là c'est clair, Voilà, je disais que la question de comment sécuriser le coude me semble être un faux problème, puisque l'espace en réalité, il y a des règles qui régissent chacun de nous. Que la liberté
d'expression. Parce que l'université, c'est ça, c'est rien d'autre qu'un espace d'expression des libertés, épreuve des libertés plurielles. C'est pourquoi d'ailleurs moi je ne pense même pas que la question, ceux qui agitent la question de la dépolitisation, pour moi ils sont, c'est un peu une sorte de dépit qui les pousse à dire cela. Mais on ne peut pas, l'université apprend la politique. Vous avez une faculté de sciences juridiques et politiques. Vous apprenez la politique à l'université. Vous apprenez l'économie, vous apprenez tout. Vous ne pouvez pas dire, eh bien, on interdit la politique. Mais à la place de la violence physique, que ce soit un débat d'idées, surtout que nous sommes en train là de forger une génération. C'est exactement comme ça. C'est comme ça qu'on fait. D'ailleurs, l'espace là, c'est en réalité un espace de formation. Vous imaginez toutes ces énergies qui sont à l'université, qui doivent s'exprimer de façon contradictoire, mais c'est tellement... Il n'y a pas une école qui puisse former comme cela. Donc vous faites vos humanités dans cet espace. Vous êtes dans les organisations, qu'elles soient politiques, syndicales ou religieuses, mais tout ça est tellement formateur que vous ne pouvez pas avoir le pareil ailleurs. Du coup, il faut tout simplement que le reste soit encadré et que les uns et les autres acceptent de respecter les règles. La violence, elle doit être bannie à tous les niveaux. Nous sommes un espace, on va dire, intellectuel. Il faut donc que la matière grise soit mise en avant et que les muscles soient complètement rangés. Et de cette façon-là, on n'aura même pas besoin de dire il faut sécuriser tel. Il y a la police, normalement. Quand on va dans les universités étrangères, par exemple aux États-Unis, nous avons la police universitaire qui gère l'université. Ça, on peut le faire. Mais on peut s'entendre sur les modalités et tout. Mais le reste, je pense que vouloir assurer, on va dire, maintenir l'université dans une certaine, on va dire, surveillance pour le tout sécuritaire, ça fausse complètement l'esprit et l'idée de l'université. D'accord. C'est pas ça du tout. D'accord. L'université, c'est un espace académique. Or, un espace d'académie, c'est un espace de liberté. On ne peut pas créer, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas réfléchir s'il n'y a pas la liberté. La liberté, elle est fondamentale dans tous les espaces académiques. D'ailleurs, anciennement, dans les universités, on a des avec la société. Mais quand vous faites une étude de l'université, vous êtes couvert. C'est de là, d'ailleurs, qu'est née l'idée des franchises universitaires. Les franchises universitaires. Ils sont très mis à mal dans nos... Merci beaucoup, professeur Yankoba Seydi. On vous retrouve tout à l'heure dans le 13h. Ibrahim Ndoye, je termine juste avec vous. Au lieu de penser à dépolitiser, ce qui ne sera pas chose aisée, bien sûr, on le sait d'emblée, est-ce qu'il ne faudrait pas, en tout cas, penser à sensibiliser les étudiants sur le débat d'idées qui doit prendre le dessus sur toutes ces violences physiques-là? Bon, selon moi, nous avons déjà dépassé cette étape-là, l'étape de la sensibilisation, parce que une fois, nous, en tant que représentants d'étudiants, nous avons essayé de discuter ou bien même de les convier en réunion, c'est-à-dire ces dirigeants des mouvements politiques au niveau de l'université. Une fois, on s'est réunis pour essayer de les sensibiliser, mais sensibiliser aussi leurs membres. Mais maintenant, je pense que le moment est venu de sévir. En quoi faisant? En prenant des décisions fortes qui nous éviteraient des situations pareilles du 1er juin. Parce que, d'accord, l'université est un espace d'expression des libertés et de droits par excellence. Mais il faut aussi savoir que aussi notre liberté se termine là où commence celle des autres. Donc, lorsqu'on a assez sensibilisé, lorsqu'on n'a pas assez, comment dirais-je, essayé de parler, d'installer un climat de dialogue entre ces leaders des mouvements étudiantins politiques et que cela n'a pas réussi. Donc il est temps pour moi de prendre des décisions fortes et de les encadrer, mais aussi de continuer à sensibiliser. Mais il faut bannir... Mais par exemple, quel genre de décision par exemple, M. Ndoye? Bon, dans les assises universitaires, on s'est réunis pendant 2-3 jours pour discuter des mesures à prendre avec, que ce soit nos professeurs, les autorités universitaires, et beaucoup de décisions ont été arrêtées. Ce qui reste aujourd'hui, c'est mettre en œuvre ces décisions-là. Et ce qu'on attendait, c'est une reprise en présentiel au niveau des 2 campus pour pouvoir appliquer ces mesures. Cela a été déjà débattu et proposé au niveau des conseils académiques. Donc, ce qui reste, c'est de les mettre en œuvre. On ne parle pas, c'est-à-dire d'empêcher les gens d'avoir des appartenances politiques, mais des manifestations politiques soient évitées au sein des campus, que ce soit le campus social ou bien le campus pédagogique. Ouais. Merci beaucoup Ibrahim Ndoye, coordinateur des écoles et instituts de l'UCAD, membre du collectif des amicales d'étudiants. Merci également au professeur Yankoba Seydi, membre du conseil académique de l'UCAD et ancien secrétaire général de la section SAS UCAD. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était le journal de midi.
présenté par Barthélémy Ngom. L'information à retenir, c'est ce rassemblement, le grand rassemblement, donc à l'appel de la coordination des associations de presse, rassemblement cet après-midi devant les locaux de la 7TV, en rassemblement en soutien à Maïmouna Ndour Faye, mais également dire non à ces agressions contre les journalistes, agressions physiques et verbales contre les journalistes. Rendez-vous donc à 17h devant les locaux de la 7TV. Journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en nom de Lamine Sow, réalisation Eladji Ndiogou Diène. Il sera là d'ailleurs dans moins de 9 minutes pour